Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Gaffer, votre émission préférée, comme tous les jeudis soirs à 21h. On est là, toujours avec la même équipe, Yanis, Baptiste, Victor, bonsoir. Bonsoir. Et on est là aujourd'hui avec un invité exceptionnel. On a Thibaut qui viendra nous présenter sa petite chronique. Bonsoir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Comme toutes les semaines, on va parler de sujets d'actualité. Victor va nous parler d'une petite chronique maquillage. C'est ça. Salut Vavian. Suivi de Baptiste qui nous parlera d'une petite chronique sur Sergio Morricone. Sergio, va te chercher loin. C'est Ennio. Et on a Thibaut qui nous fera une chronique sur John Carpenter. Là, je me trompe pas. Et Yanis sur les petites actus de caméra. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, Baptiste nous a préparé un petit jeu surprise qui nous a caché pendant des semaines complètes. On va passer tout de suite à la chronique de... Parfait. Là, on commence. On va passer tout de suite à la chronique de Victor. Jingle. Et bah les gars, aujourd'hui je vais vous présenter du coup une rubrique un peu différente que d'habitude. Donc la dernière fois je vous avais présenté des petites anecdotes sur des films, et donc là je vais vous présenter une seule anecdote, mais assez quand même conséquente. C'est à propos du film Looper. Donc Looper, c'est un film de Rian Johnson. Donc Rian Johnson, c'est le réalisateur de Star Wars 8, de Knives Out, donc Un couteau tiré. Donc il a fait des trucs plus ou moins bien. À vous de juger. Et donc oui, donc il a fait un film en 2012 qui s'appelle Looper. Globalement, Looper, l'histoire, c'est c'est dans un futur plutôt proche, en 2074, où il y a des gens qui ont comme boulot de tuer des personnes qui viennent du futur en fait. Parce que en 2074, le voyage dans le temps n'existe pas, mais par contre dans le futur ça va exister. Dans à peu près 30 ans. Ils voyagent dans le passé. Eux, ils voyagent pas, mais il y a des gens qui sont envoyés et du coup ils sont tués dans leur présent. Et en fait, le boulot du coup des loopers, c'est le nom des tueurs, c'est donc tout le temps de tuer les personnes qui apparaissent. Et à un moment, en fait, ils vont se tuer eux-mêmes parce que le problème c'est quand tu te... Un petit spoil là quand même. Non, c'est le plot de l'histoire. Ouais. Pas de spoil. Et du coup, à un moment, en fait, ils vont se tuer, et donc ils vont avoir 30 ans pour faire leur vie. Puis après, ils vont être ramenés dans le passé, et du coup, ils vont se faire tuer par eux-mêmes. Donc ça fait une boucle un peu infinie. Voilà. Et donc, pour ce film, qui exploite d'ailleurs plutôt bien le principe du coup de voyage dans le temps et tout ça, ils ont pris Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis. Moi, j'ai du mal. Du coup, Joseph Gordon-Levitt, vous l'avez sûrement vu dans Inception. Ouais. C'est un des films plus connus. Ouais, voilà. Et du coup, Bruce Willis, dans bon nombre de films aussi, Oui. Die Hard, Armée des 12 singes, etc. Et en fait, ils ont eu un petit problème. Enfin, je pense qu'ils ont fait le casse parce que là, le but de prendre ces deux acteurs, c'est qu'ils se ressemblent. Mais objectivement, Pas tout à fait. voilà. Je sais pas ce qu'ils ont choisi de faire, mais du coup, ils ont choisi en tout cas Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt parce qu'en fait, Bruce Willis est censé être Joseph Gordon-Levitt plus vieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est Oui, vous devez comprendre vite fait ce qui va se passer. Et donc, ils ont appelé Kazuhiro Tsuji. Donc, en fait, c'est une personne qui est spécialisée pour faire des sortes de modèles très réalistes. Donc là, il a fait Frida Kahlo. Du coup, alors je sais pas avec quoi, mais sûrement du latex ou des choses comme ça. Parce que c'est pas vraiment elle, évidemment. Et donc, il a fait toutes les prothèses. Donc, il a créé des prothèses de lèvres, de nez. Et après, il a aussi tiré les oreilles des acteurs en arrière. Du coup, je sais pas comment il a fait, mais c'est stylé. Pour qu'au final, Joseph Gordon-Levitt ressemble à Bruce Willis. Donc, sur l'image, on voit qu'on ne le reconnaît pas. Parce que du coup, moi, quand j'ai vu le film, je l'ai revu il y a quelques jours, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que je sais que c'est Joseph Gordon-Levitt. Il y a un truc, on se dit, oui, c'est lui, mais en même temps, on le reconnaît pas. En plus, du coup, il a l'air beaucoup plus blasé, parce que à chaque fois, c'était 3 heures pour mettre les poses de latex le matin avant le tournage. Donc, tous les jours. Donc, on se dit le truc. En plus, dans le film, il est censé avoir les yeux bleus. Et même Bruce Willis n'a pas les yeux bleus. Du coup, les deux acteurs, on leur a rajouté des lentilles pour avoir les yeux bleus. Et sauf que puisqu'ils ont les yeux marrons, il faut des lentilles du coup qui coupent quand même totalement la couleur marron de l'œil. Et c'est super désagréable. Et en plus, la lentille, la couleur, elle lisse pas avec le temps. Vraiment, c'était une galère, je pense. Peut-être pas hyper agréable quand tu fais plusieurs semaines de tournage. Et du coup, au final, ils ont eu ce résultat-là. N'empêche, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas du tout. Non. Ah, ouais, ça marche pas. Il y a un air dans les traits. Il y a un air dans les traits. Si, je suis pas d'accord avec toi. Je sais pas si le maquillage valait vraiment le coup pour la différence qu'il y a. En fait, ce qu'ils vont essayer de faire dans Looper, c'est utiliser le moins d'effets spéciaux possible. Alors ça se passe dans un futur, du coup forcément il y a des effets spéciaux. Mais quand ils pouvaient,
il faisait Un effet pratique. par exemple, pianiste, t'as vu le film, des fois il y a des effets un peu de télékinésie où ils font voler des objets. Ça c'est fait avec des câbles et tout ça. Du fil de pêche. Ouais, c'est ça. Et donc là, il voulait ne pas faire d'incrustation sur le visage et tout ça pour faire le. Parce qu'on a les technologies maintenant. Ouais, c'est ça. Et en 2012, en plus, c'était pas totalement au point, je pense. Du coup, ça aurait Ouais, mal vieilli. maintenant, on a la Alors que là, puisque c'est des prothèses, ça vieillit pas, du coup. Mais n'empêche, du coup, quand on voit le film, c'est assez perturbant parce que Joseph Gordon-Levitt, en fait, on le reconnaît pas vraiment. Des fois, il y a des gens qui viennent voir des films pour les acteurs parce qu'on les aime bien, et donc là, il y a pas mal de spectateurs qui ont été assez perturbés parce qu'ils ont vu un acteur et on a l'impression qu'en fait, on le reconnaît pas. Ouais, c'est ça. Et surtout, en plus, pour tout ce qui était expression, ça coupe un peu l'expression faciale parce que du coup, tu as plein de prothèses sur ton visage et tout ça. Et voilà. Et du coup, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça rigolo de faire. De se donner autant de mal pour transformer un visage en fait, pour qu'au final il y a un truc dans les traits du visage, parce qu'ils avaient aussi de faux sourcils et d'ailleurs j'y repense là, petit fait intéressant sur le nez, c'est en fait à un moment il y a une scène où donc Joseph Gordon-Levitt il embrasse Emily Blunt. Donc Emily Blunt, je sais pas si vous voyez qui c'est, elle a joué dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et donc elle joue un peu une femme forte qui tient une ferme dans le film. Et le problème, c'est que la prothèse de nez, elle est très sensible. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'ils s'embrassaient, le nez, il s'arrache. Du coup, en fait, à se demander si ça vaut le coup de se donner autant de mal pour faire des prothèses. Parce que... En quel pourcentage de films il joue? Genre Bruce Willis? Combien de parties? Avant une bonne demi-heure, je pense qu'on le voit pas. Ouais. Après, c'est à peu près équitable, mais on le voit un peu moins, Bruce Willis. Il est présent quand même, très présent, mais Joseph Gordon-Levitt. Ouais, donc ils l'ont vraiment maquillé pour tout le film. Et bien 70% du film. Au moins, c'est ça. Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais par contre, en tout cas, d'un point de vue maquillage, c'est très propre parce que j'avais pas remarqué les prothèses et tout. Quand j'ai vu, moi, ça. Ouais, c'est ça. Par contre, vraiment, félicitations pour ça. C'est vraiment du beau boulot. Et ça, les oreilles, il y a un truc quand même, non? Ouais. Du coup, je pense qu'ils ont essayé de les faire ressembler parce que même à un moment pendant le film, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'ils ont les mêmes oreilles. Genre, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Il y a un truc. Alors, pour celui c'est des plus grandes oreilles, mais puisqu'elles sont collées un peu sur le visage, du coup, tout de suite, ça se ressemble plus. C'est vrai. Ouais, mais voilà, du coup, je trouvais ça fait intéressant. J'étais un peu tombé par hasard dessus parce que c'était juste le fait qu'il ressemble pas à lui-même. En fait, Joseph Gordon-Levitt, ça m'avait un peu perturbé. Ouais, est-ce que ça perturbe pas son jeu aussi? Les expressions, c'est plus dur. J'ai pas vu le film. T'es grimé. Parce que du coup, des fois, il fait un peu des têtes bizarres. Parce que ça va être compliqué, du coup, faire passer les émotions. Parce qu'il y a la fatigue du maquillage le matin. Plus, il doit porter ça toute la journée. Et en plus, c'est dur mentalement, je pense, d'être dans ce personnage avec en plus tout ça. Après, et de se rapprocher même de quelqu'un, du coup, il faut essayer de se rapprocher de la personne. Et l'acteur a toujours des mimiques, même quand il joue un rôle, il a des trucs. Donc, s'il voulait vraiment ressembler, il a dû s'approcher et c'est compliqué. Il a dû s'inspirer de comment Bruce Willis parle pour parler comme lui. Alors moi, je l'ai vu en VO, mais je fais pas vraiment gaffe à l'intonation des acteurs. Du coup, j'ai pas forcément fait le lien sur le fait qu'ils parlaient de la même façon. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un travail de Joseph Gordon-Levitt sur ça, pour du coup vraiment être un miroir en fait à Bruce Willis en quelque sorte. Mais en vrai, là, juste sur ces deux images, il y a la même inclinaison de tête, tout ça. Enfin, ça se voit qu'il a réussi. Oui, c'est sûr. Surtout que là, ils sont vraiment face à face. Là, c'est une scène de restaurant, ils sont en face à face, quoi. Donc, il y a un truc quand même. Oui. Mais quel enfer. Après, le plus simple, je sais pas, ça aurait été légèrement modifié, plus légèrement, mais les deux acteurs à la fois. Ouais, parce que je pense que Bruce Willis a aussi été un peu grimé, je crois. Est-ce que ça aurait pas aussi dénaturé Bruce Willis, qui on le connaît sous toutes les coutures? Ouais, mais. Joseph Gordon-Levitt aussi, il est quand même connu. Ah, mais c'est Bruce Willis. Mais c'est vrai que il est plus. Attaque la légende de Die Hard. Ouais, carrément. Je le prends dans ton fils. Ok, écoute, merci Victor pour cette petite chronique. Donc on va enchaîner sur la chronique de Baptiste. Jingle. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un nom vraiment dans la musique de film. C'est le compositeur de la musique de film, enfin l'un de mes préférés, pour ne pas dire le préféré, parce que voilà, il est surtout connu pour ses westerns avec Sergio Leone. Ah oui. Et il nous a malheureusement quittés cet été. Il s'agit bien évidemment d'Ennio Morricone et pas Sergio Morricone. Voilà, ça sonne italien, mais voilà, c'est pas la même chose.
Donc, on va parler musique aujourd'hui, mais avant ça, je voudrais juste revenir un petit peu sur sa vie parce qu'il y a des petits faits qui sont très intéressants. Il faut savoir qu'il est né en 1919, du coup, à Rome. Il est mort également à Rome. Oui, plus 100 ans. Et il commence très jeune la musique. C'est un trompettiste de base. Et du coup, parce que son père est lui-même trompettiste. Donc, généralement, ça se transmet dans la famille. Et voilà, il va obtenir son diplôme de trompette. Mais rapidement, il va s'orienter vers la composition, l'orchestration et surtout la direction d'orchestre. Et il va aussi obtenir ses diplômes là-dedans. Par contre, quand il va toucher à la composition, ses débuts vont être très difficiles parce que il y a du mal à percer. C'est un petit Italien, personne ne connaît, personne n'a envie de lui faire confiance. Et du coup, il va travailler pour des petites agences, des petites productions musicales. Voilà, il va produire des tubes pour Mireille Mathieu, par exemple. Mais les morceaux qu'il va arranger, ça va être vraiment des tubes. En fait, c'est quand même un génie, même si c'est pas la musique de film. Tout ce qu'il va faire, c'est vraiment très percutant et d'une très grande qualité. Et voilà, ces arrangements, ils vont l'aider à se faire connaître. Des réalisateurs vont essayer de le contacter. Et il va être rapproché de Sergio Leone, justement. Faut savoir que c'est assez rigolo parce que leur histoire, en fait, à la base, Sergio Leone et Ennio Morricone sont dans la même classe en primaire. Mais en fait, ils vont se perdre de vue parce qu'en primaire, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire plus tard. Et Sergio Leone travaillait avec des musiciens, des compositeurs, tout ça. Il n'avait pas forcément envie de changer. On lui a même imposé un petit peu Ennio Morricone à la base. Et il n'était pas trop partant, Sergio Leone. Et finalement, avec le recul qu'on a, c'est assez rigolo parce que Sergio Leone et Ennio Morricone, ça a vraiment été un duo incroyable. C'est un peu comme Spielberg et Williams. Et donc voilà, c'est assez drôle ce début. Et là, sa carrière va se lancer. Il va composer plus de 500 musiques de films dans toute sa vie. Et ça va le hisser vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Il est nominé partout, il a gagné beaucoup de prix, il y a un Lion d'Or notamment, 2 Oscars dont un honorifique, 3 Golden Globes, 5 BAFTA, puis bon, après il y a tous les trucs de tous les pays, mais on va pas commencer, sinon demain on y est encore. Ceci étant dit, on revient à la musique, alors je vais pas rentrer dans les détails pour comment ça s'organise ces morceaux, ça, je vais juste vous présenter aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 5, parce que c'est très dur de choisir 5 morceaux, déjà c'est dur sur 500 musiques de films, donc c'est très compliqué, c'est frustrant un peu, mais on fait comme on peut. C'est sûr. Donc je commence mon top 5 avec le bon, la brute et le truand. Donc, je vous ai mis 2 thèmes qui s'enchaînent, donc le thème principal et l'extase de l'orgue, qui je pense sont très représentatifs. On écoute et je reviens dessus après. Donc là, c'est le thème principal. Non. Oui, ça rappelle des trucs. Et c'est Ennio Morricone qui l'a ancré dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, western, ça doit sonner comme ça. Mais à la base, il n'y avait pas. Et là, c'est l'extase de l'or qui est aussi très connu. Ce qui est dingue, c'est qu'on a tout de suite les images. Oui, bah oui. On a tout de suite les images qui viennent, vraiment le Far West, les westerns et tout. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais la voix est très importante. Il y a des choristes, et là la trompette aussi, parce que petit clin d'œil à la trompette, c'est un trompettiste de base, donc on la retrouve très fréquemment. Et ensuite, top 4 du coup, on a Cinéma Paradiso, là aussi c'est un thème formidable. Les partitions se vendent très cher en ce moment. Une petite information comme ça. Donc Cinéma Paradiso, c'est réalisé par Tornatore en 88. Et là, on a vraiment un thème très léger, très doux. Encore une fois, des chœurs très présents. Je vous laisse écouter. C'est mélancolique, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Enfin, Morricone c'est un personnage très sensible et il arrive vraiment à le retranscrire. On sent tout de suite quand même la différence entre les trompettes un peu épiques. Oui, c'est ça. Mais c'est fou de pouvoir passer d'un genre à l'autre pour un seul compositeur. C'est vrai qu'il y a fort spécialisé dans centaines. Voilà, c'est ça. Alors que... Surtout en ce moment, t'as les super-héros là, qui font tous la même chose. Et après, t'as les côtés plus doux, tout ça. Non, mais c'est vrai, il y a 500 musiques. Plus de 500 thèmes, quoi. Après, ça se ressemble un petit peu. Ouais, mais quand même. Et voilà. Tu reprends des éléments, mais quand même. Et donc, voilà, on a
quelque chose de très léger. Et là, je vais encore plus loin avec donc top 3. Il était une fois en Amérique avec le thème de Déborah, qui est le plus beau, je trouve, du film. Et là, on retrouve ce côté très mélancolique, mais très doux, très calme, très léger. Voilà, on a envie de s'élever avec Déborah. Et là, on retrouve encore une fois la voix. Bon, là, je fais des morceaux très légers, mais après, on repart à l'ouest. On a des pédales de cordes, on aime beaucoup les cordes. Ouais. En fait, il sait vraiment doser les instruments. Et la voix qui est magnifique. Oui. Vraiment très douce. On pourrait mettre du thérémine. Ouais, de ouf. Ça fait 5 minutes que je suis en train d'analyser dans quel truc il y a du térémine, je vais le caser là, pour de la vanne. Mais il n'y a pas du thérémine. J'attendais voir s'il y a du térémine dans ce Même pas. Mais Morricone, c'est plus guitare électrique, harmonica. Thérémine aurait peut-être qu'il y avait des térémines. Ouais, je connais pas, j'ai pas écouté les 500. Voilà, 500 musiques. Même lui, je sais pas, est-ce qu'il a réécouté ces 500 compositions? Non, je pense pas. 500, bah, il est fait quoi. Oui, mais tu vois, Spielberg, il regarde pas tous ses films à chaque fois. Ça tu fait vois. 500 thèmes. Forcément, moi, il est Oui. 500 films, il y a quoi 20, 30 Et il y en a plus, hein, parce qu'après, il y a vraiment la musique appliquée chez Morricone, donc pour les films, et après, à côté, il appelle la musique absolue, où là, il compose vraiment pour des œuvres classiques, des concertos, des choses comme ça. Ouais, donc il y a, Il y a les musiques de films, et à côté, il y a pas autre chose. Ça, c'est juste pour gagner ses sous dimanche. Non, lui, en fait, Morricone, il préférait la musique absolue, et la Que musique la de film, il musique était vraiment contraint par le Ouais, réalisateur de faire quelque chose. Mhm. Donc voilà, C'était quand même son activité principale. Oui. Mais pas sa préférée. top 2 du coup, Ah. il était une fois à l'ouest, enfin... Il était une fois dans l'Ouest. il était une fois dans l'ouest. Donc voilà, après l'Amérique, on est à l'ouest. C'est toujours la même chose, mais les thèmes ils changent. Et là, je vous ai déniché une petite version, mais vous allez vous régaler. C'est Katika Ilieni, enfin un truc comme ça, enfin, c'est pas une française. Hein. Vous m'avez compris. Voilà, un thème très connu. Encore une fois, on a la voix. Enfin ici, on n'a pas la voix, mais un orchestre. On écoute, c'est plus facile. On a la vidéo. Ah bah voilà le térémine. Il est là. Ah oui. Il était là le Et térémine. franchement, j'ai pensé à vous, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Exactement. Tu t'en souvenais en plus. Ah oui. Pour le télémine, il faut regarder L'épisode 3 2. Non, l'épisode 2. 2. L'épisode 2 de Gamer. Ah ouais, attention. Et du coup, là, à la base, c'est une voix qui chante et ça passe très bien au térémine aussi. Ouais. Et c'est toujours dans le style de Morricone. Et donc, je vous en parlais quand j'ai fait mes chroniques sur le térémine. Ah Je oui. vous le passe maintenant. Donc, vous voyez, c'est très pesant, très flottant. Hein. Bon, après, il y a d'autres thèmes. Hein, et c'est une fois dans l'Ouest, l'homme à l'harmonica, tout ça. Hein, mais on connaît. Je trouve que ça fait presque un peu James Bond là. L'envolée. Ouais, très agréable. C'est orchestral. C'est... Ouais. Et vous voyez, le térémine, comment il se passe bien. Enfin, c'est ce qu'on discutait, c'est vraiment choriste. C'est ça. C'est là, on ne dit pas que c'est un télémine. On reconnaît pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo en plus. On va peut-être perdre les droits d'auteur, mais Bon, c'est pas grave. pas grave. Donc voilà, très envoûtant. Puis vous avez compris. Même maintenant, le meilleur, je La pense, pépite. et tout le monde connaît, c'est obligé. C'est le thème de La Mission, bon voilà, qui est réalisé par Roland Joffé en 86. Et Ça, c'était le dernier film de Non. la mission de Tom Hanks ou pas? J'y ai pensé, Non, j'y ai pensé. Non, c'est La Mission, c'est avec le thème au bois et tout. Donc je vous ai sélectionné. Donc normalement c'est une version de concert, donc voilà, ça dure très longtemps. Ouais. Mais moi je vous ai sélectionné 3 parties. Donc il y a le thème au bois, une un peu centrale, et après je vous ai vraiment mis la fin. Et c'est Ennio Morricone lui-même qui dirige, parce qu'il faut savoir qu'en 2001, bon, il s'arrête un peu de composer et il va vraiment faire des tournées mondiales. Il en a fait une en France en 2015, il n'y a pas longtemps. D'accord. Et voilà, parce qu'il adore ça aussi. Il était quand même âgé pour faire une tournée encore en France. Ouais. parce que Il il est était... né en 1919. Oui, il avait 80 ans, un truc comme ça. Ah, Mais Bah, plus, parce qu'il tu l'as dit. ouais, il avait un petit là, 94 il est ans. mort, il y avait 91 ans. Donc, Ah. il y a 5 ans, il y avait 85 ans, Ok. un truc comme ça. Ah, ok. 84. Bon, il était Ok. Vous âgé. avez compris Oui. qu'il était né en 1919. Ouais. Non, 28. Ah, 28. Et, ok. et voilà, bon après il fait ses concerts un peu assis, il se lève de temps en temps, tout ça. Enfin, Oui. mais ça reste quand même le maestro. Hein. Ouais, c'est sûr. Quand on voit la petite personne au milieu de
il dirige des centaines de personnes en même temps. Ouais. C'est juste C'est la incroyable. prestance de l'homme. Il y a une... c'est dingue. C'est dingue. Je suis désolé, non, mais c'est vrai. Moi, je suis impressionné par des gens comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup et en plus ils nous quittent donc c'est encore plus triste. Mais bon, oui, c'est pas grave. Hein. Il y en aura d'autres, on l'espère. C'est toi. Je pense pas. En tout cas, voilà. Pas de pression. En fait, Il y a une très grande maîtrise de l'orchestre, une superposition. Vous allez voir des thèmes et ça pourrait sembler très confus et tout, mais ça s'articule très bien. Et je vous ai mis la vidéo parce que c'est tellement beau à voir. Vous allez voir. Et là, c'est le thème que vous connaissez tous. Hein. Ouais. Utiliser, réutiliser. Là, je vous ai coupé, on passe un peu plus loin. Et là, regardez un peu, on superpose les thèmes, tout ça, et c'est dingue. Dans la première partie, Elle est moins connue, mais elle est connue quand même. C'est fou de voir tant de personnes. C'est des centaines hein, de personnes qui... une bonne chorale. Il est si bien. Mm. Et il maîtrise Et là, ça c'est la sur- fin, la puissance, la grosse caisse, là, le piccolo. Et les archets de tous les violons en même temps, c'est incroyable. C'est cœur, c'est fou. Et c'est sorti de son cerveau, quoi. Il y a du charisme. Qui l'interprètent. Le charisme. Aujourd'hui, il y a des petits chanteurs là qui font des singles tous les 2 jours. Mais regardez ça. Ça fait rêver. Bon. Ton point de vue, non. Ah, mais... non, mais on peut, enfin voilà, on peut comparer. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, je reviens juste sur un petit truc pour conclure parce que c'est vrai qu'on parle de son génie tout ça, mais il a reçu que 2 Oscars, bon c'est déjà bien. Ouais. Mais son premier Oscar, il a reçu qu'en 2016, à 87 ans seulement. Il avait juste reçu un Oscar honorifique, bon c'est déjà bien, mais pour son film véritablement, il a reçu qu'en 2016. C'était pour quel film? Tarantino, Les 8 salopards. Ah, ok, d'accord. C'est assez rigolo parce que bon, on aimerait qu'il y en ait plus, mais bon. Oui, Mais voilà, faut savoir que c'est un personnage très humble qui est parti de rien. Je vous disais, c'est un Italien et au début, il a dû se faire passer pour quelqu'un d'autre, avoir des pseudonymes qui sonnaient vraiment américains pour se faire connaître justement parce qu'au début, on voulait pas de lui comme ça. Et donc voilà, il a révolutionné la musique, il a ajouté les guitares électriques, l'harmonica et aujourd'hui, la musique de film telle qu'on l'entend, en tout cas dans l'école classique, donc John Williams, tout ça, c'est vraiment lui qui a initié tout ça, qui a contribué, bon, avec John Williams en partie, c'est vraiment les 2 compositeurs, voilà, maîtres de cette école, mais on lui doit beaucoup, et là, je voulais juste vous montrer, j'ai cette photo-là, justement, pour Tarantino et les 8 salopards, regardez la partition qu'il y a devant lui. Oui, c'est... Il y a... En fait, on dirait presque que la partition, pardon, elle le domine, genre elle est énorme face Oui. à lui. C'est ça. Et pourtant, ça se voit qu'il gère quand même, tu vois. Il y a un truc où, genre, tu vois, il est là, il y a des énormes pages devant. Faut savoir, là, quand on lit, c'est une ligne par ligne, quoi. Ouais. Mais là, c'est une trentaine de lignes en même temps. Ça défile. Mais il le lit comme un livre de poche. Oui, c'est ça. Oui, c'est des portées. J'essaye Respecte d'être le vocabulaire. pour vous, de vulgariser, c'est ça. Mais oui, c'est dingue. Ouais. Non, c'est impressionnant, ouais. Là, vous avez une double page, mais il y a. C'est un livre, quoi. C'est un gros livre. Ouais, carrément. Un John Mais là, Williams. mais là, il y a tous les instruments, il y a tout l'orchestre sur sa partition, quoi. Oui, c'est ça. C'est fort. Déjà, je trouve que ça prend pas tant de place que ça de mettre tous les violons, tous les trucs. Regarde la taille de sa tête. Oui. Non, mais normalement, une double page, c'est un A3 normalement. c'est de la- C'est- Bah oui, Ah, c'est oui, la c'est 3, oui. Ah oui. Tu vois ça. C'est 2 à 3, ouais. Non, c'est pas de la 2. Non, mais bon, en tout cas, il y a tout. très grand. Et c'est lui qui a dû écrire pour chaque portée qu'est-ce qui arrive à tel ou tel Ouais, endroit. hein. Et puis il doit tester. C'est ça, c'est ça. C'est de la passion et de la passion. Est-ce que lui aussi, il fait de tête ou il fait à l'oreille? J'ai essayé de chercher justement, Ouais. mais j'ai jamais. Enfin, je pense qu'il le fait comme ça un petit peu. Après, j'ai déjà vu travailler avec Sergio Leone. Il y a des petites vidéos qui traînent, et c'est vrai qu'il travaille un peu au piano comme ça. Mais franchement, après les thèmes, je pense qu'il le fait de tête. Alors là, je peux l'orchestration, vraiment. Après. c'est très fort, hein. Ok, bah très bien. Bah, je te remercie Baptiste. Merci Et on va à toi. passer à la chronique de mon petit préféré. On va passer à la chronique de Thibaut. Jingle. Moi, je vais vous parler de John Carpenter. John Carpenter,
Carpenter, c'est un réalisateur, compositeur, Oui, aussi. scénariste, producteur. En fait, il endosse à peu près toutes les casquettes quand il fait ses films. Déjà parce qu'il adore ça et il a fait beaucoup de films à Hollywood, mais la plupart de ses films en fait sont un cinéma indépendant puisqu'il a eu une certaine période où ses films ont été des gros échecs en fait au box-office et ça a provoqué le fait que Hollywood ne voulait plus financer ses films malheureusement et en même temps il préférait quand même avoir un cinéma un peu plus indépendant. En fait, il disait lui-même que il aimait être en fait un peu un cinéma invisible. Il voulait avoir la main mise sur ses projets et il voulait pas que ce soit complètement dirigé par les producteurs, etc. Et en fait, on voit vraiment qu'il a sa patte. Genre, il sait de quoi il va parler et c'est lui qui va parler de ça et c'est lui qui va faire sa musique. C'est lui qui va s'entourer de ses acteurs. C'est pas la production qui choisit, c'est toujours lui qui fait tout. Et c'est pour ça que je le trouve assez exceptionnel. Et malgré ses échecs au box-office et malgré que ses films soient jugés trop effrayants, etc., on l'a reconnu que plus tard et on voit quand même que ces films sont, je ne sais pas si on peut les qualifier de chefs-d'œuvre, mais ouais, ils sont devenus cultes. En fait, c'est des films qui n'ont pas été cultes à leur sortie, mais qui sont devenus cultes beaucoup plus tard et c'est pour ça que c'est un peu dommage qu'ils ne se soient pas reconnus avant. On parlait de Sergio Morricone. Oui, c'est ça. On parlait de Morricone qui a eu un Oscar qu'en 2016 et enfin, c'est un peu pareil pour Carpenter. Il faut prendre du recul, quoi. Après, Carpenter, quand ses films sont fait reconnaître qu'il était plus actif. Il était plus actif. Malheureusement, en fait, il a eu plusieurs périodes. Il a sorti ses 2 premiers longs métrages, c'était Dark Star et Assault. Et celui qui a eu le plus gros succès ensuite, en 78, c'est Halloween, qui vraiment a un tout petit budget réalisé en une vingtaine de jours et 47 millions de dollars au box-office. 28 jours exactement. 28 jours, ça, exactement, excusez-moi. Et voilà, il y avait un budget de 325 000 dollars et box-office 47 millions. Donc c'est pas Endgame avec 4 milliards. Pour 1978, c'était quelque chose, quoi. Du coup, il y a Hollywood qui commençait à le dire, quand même, celui-là, il nous rapporte de l'argent, etc. On va financer ses films et peu à peu, ça va tomber dans le déclin et ça va plus marcher pour Hollywood. Mais lui, il va quand même continuer ses films et dans son cinéma indépendant, il va quand même réaliser Invasion Los Angeles ou They Live, ainsi que Le Prince des Ténèbres en 87 et 88. Et en fait, à cette époque, il est encore reconnu, mais pas à Hollywood. Et malheureusement, puisque en 1982, il sort The Thing. Et qu'est-ce qui sort en 1982 E.T. Oui. Et E.T., c'est l'alien gentil. Concurrence, c'est l'alien gentil, c'est celui qui est en première place. C'est la première fois qu'on voit des extraterrestres gentils. Et après, il y a Carpenter qui sort The Thing, c'est ultra... c'est trash de ouf. Voilà. Hein, c'est tout l'inverse. Et du coup, c'est un échec total. Et Hollywood le fait plus confiance. C'est bien dommage parce qu'au final, The Thing a été reconnu beaucoup plus tard. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est super culture. Moi, c'est E.T. que j'ai regardé la semaine dernière. Moi aussi, il n'y a pas longtemps. Ça date un peu. Mais... Je l'ai regardé la semaine dernière, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Très bonne originale. Ça fait quelques années, et puis j'ai dit, ah tiens, elle était sur Netflix, et je suis allé sortir. Voilà. Regardez E.T., vraiment. Et regardez The Thing aussi, quand même. Et regardez des films. Regardez des films en général, mais regardez The Thing aussi parce que même s'il est effrayant, hein, mais faut se le dire. Mais John Carpenter a fait quasi. Ça dépend. Beaucoup. Et je trouve, les plus connus de Carpenter sont pour la plupart des films qui font un peu peur. Halloween, The Thing, tout ça, c'est sûr que c'est effrayant. Mais il a aussi beaucoup joué sur la science-fiction. Ouais. New York 97, c'était pas effrayant, hein, c'était de la science-fiction. Manhattan qui devient une sorte d'endroit où on met les prisonniers sous un régime totalitaire, tout ça. Enfin, c'est quelque chose quand même. Là, en fait, Carpenter, ses genres de prédilection, c'était effectivement l'horreur, The Thing, Halloween, Prince des Ténèbres, tout ça. Et en même temps, la science-fiction, quand même, qu'on retrouve dans Invasion Los Angeles. Donc, avec un peu moins bien marché. Ils ont bien marché. Invasion Los Angeles, ça a bien marché. Enfin, ça a mieux marché que d'autres. Mais New York 97, ça a bien marché aussi, puisque c'était encore dans la période où il était reconnu.
Mais après, c'est ce film qui a été un échec cuisant, on va dire. Il est sorti la mauvaise année. Spielberg a fait un film que je déteste personnellement. Moi, il est plus que culte. Et d'ailleurs, C'est vrai pour ceux qui n'ont pas vu, il me semble que c'était pour les 25 ans du film, 35 Oui, ans du film. Je ne sais plus exactement la date. Ils ont sorti une bande-annonce de 5 minutes, enfin un petit film, une petite bande-annonce, une pub en fait, où c'était avec l'acteur Elliot. Tous les acteurs. Ouais, mais c'était Elliot, Elliot principalement. et E.T. Ils ont fait, donc Elliot âgé aujourd'hui de 30, Ouais, 40 ans. ouais, ouais. Et ils ont fait du coup une scène d'E.T., enfin une scène, ils ont fait une suite d'E.T. entre guillemets de 5 minutes. Oui, quand il revient, c'est très bien, c'est très joli. Elle est très bien faite. Ouais, en plus. très bien faite, très mignon. Et c'est pas, le C'est but triste, n'était pas mais de faire que du commercial, pardon. Et c'était vraiment de faire un petit truc un peu émotionnel. Ouais. Et franchement, ça Ça passe a- vraiment ça bien. a bien C'est marché. très agréable. Et ouais, Si tu l'as pas vu, je te Moi, conseille j'ai pas sur vu. YouTube. Par contre, est-ce que vous avez vu le casting quand ils ont recruté l'enfant Oui, il s'est mis à pleurer comme C'est ça, c'était impressionnant. Non, je l'ai pas vu. pour un enfant, ce qu'il fait. Bah, c'est pour ça qu'il a pris. Hein. Je connais pas son Et prénom. du coup, les directeurs de casting, bah, du coup, ils lui demandent de jouer un petit peu. Et bah, je sais pas Il fait la scène finale, non Oui, c'est comme ça. En fait, Ouais. il dit qu'il veut pas qu'il lui prenne E.T. Voilà, c'est ça. Pour lui, Donc là, c'est à la fin. Ouais. Ouais. Et en fait, il pleure. Et à la fin, ils disent OK, kid, you got the job. Ouais. Quoi. Ouais. Bah oui, c'est- Ok, ouais, bah, je conseille regarde ça ce soir. Retournons à John Carpenter. Non, E.T. c'est. Bon, j'avais pas vu The Thing à l'époque parce que j'étais pas né, c'était une bonne raison. Mais E.T., je l'ai vu plus jeune que The Thing, heureusement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui m'énerve, E.T. Donc c'est tout. Il est gentil, il est mignon. Non, il est mignon. Et mais- d'ailleurs, il y a une scène, je sais pas, on va en reparler d'ici. Je sais pas si vous vous souvenez. T'as pas de chronique, donc t'essaies de te. C'est ça. Il essaie de se rattraper sur l'année. Bah, il a volé ma chronique. Non, mais du coup, à un moment, donc il y a Elliot qui est en classe, et puis il y a E.T. qui fouille, mais en fait, Elliot ressent ce que E.T. ressent. Oui. Pour ceux qui n'ont Oui, pas vu le oui. film. Pardon. Et donc en fait, E.T. cherche des trucs dans le frigo, il mange un peu n'importe quoi. Et à un moment, on voit qu'Elliot en classe, qui a la tête qui tourne, qui est pas bien. Et on comprend pas, mais on sait qu'il y avait des canettes de bière Oui. dans le frigo. Donc on comprend qu'en fait, E.T. s'est enfilé un petit pack de bière, que du coup, Elliot est complètement arraché. Tant pis pour lui. Et, et tu voulais en venir où en fait Pourquoi tu dis Petite ça anecdote. C'est une anecdote. Ok. qui lui rappelle Merci. quelque chose, ouais, dans le Prince des Ténèbres, c'est pas la même chose. Et c'est bien le Prince des Ténèbres. Ah, il faut le voir. Enfin, c'est effrayant. En fait, moi, devant les films de Carpenter, comme Halloween, tout ça, à l'époque, Halloween, wow, ça fait peur. Tu vois, moi, je me pète une barre devant maintenant. Mais, Oui. mais C'était une autre époque aussi. ah, ouais, c'était une autre époque. Et puis, en fait, les techniques de Carpenter, souvent, on remarque qu'il va pas beaucoup jouer sur les lumières. Quand on voit des films comme, je sais pas, Le Joker qui est sorti, enfin, tu vois les plans, tu vois la technique, tu vois, il y a des trucs qui sont exceptionnels. John Carpenter, j'ai envie de dire, Invasion Los Angeles, tout ça, c'est le jour, bah ouais, c'est le jour, tu vois, genre, ou c'est la nuit, bah oui, c'est la nuit. naturaliste, C'est très naturel. Il joue sur des images qui sont assez secs, il fait beaucoup de travelling qui sont très lents. Il utilise beaucoup de cuts. Enfin, quand il va en montage, il va utiliser souvent des plans fixes ou des travelling lents. Donc, c'est pas vraiment. Mais en fait, on l'appelle un peu le maître de l'horreur parce que il a géré. En fait, c'est lui qui a un peu révolutionné le genre du slasher. Parce que certes, ça existait avant avec Psychose. Il y a eu Suspiria d'Argento qui a aussi fait pas mal de choses. Mais en fait, c'est lui qui a apporté beaucoup de choses au slasher, qui est, on va dire, un sous-genre de l'horreur. Et le truc, c'est qu'après, on a fait des Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Scream, qui sont presque tous inspirés quand même d'Halloween, parce qu'il a une méthode qui a été très efficace, c'est celle de placer Myers soit au premier plan, soit à l'arrière-plan. Et on sait, en fait, le premier visionnage, on remarque pas toutes les fois où il est là, mais ensuite, quand on revoit, on fait « Ah, mais il est là !» Et on l'avait pas vu avant, et genre, c'est exceptionnel. Et puis, on est là, il se passe rien. Et d'un coup, il sort et on ne sait pas d'où, il sort du hors-champ et c'est des techniques qui vont être réutilisées. Et c'est lui qui a un peu mis en place quelque chose, il a imposé son style. Et c'est quand même très dommage qu'ensuite, par la suite, avec The Thing, tout ça, il régresse un peu dans le cinéma, surtout à Hollywood. Mais bon, il a fait quand même de très bons films, comme je le disais, Invasion Los Angeles, qui est un très bon film de science-fiction. Il y a beaucoup de gens qui ont vu juste ce plan au moment où il met les lunettes et on voit tous les panneaux de publicité, Obey, My Kids, je ne sais plus exactement ce qui est marqué. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent ce plan et qui n'ont pas vu le film, et j'incite vraiment à le voir parce que Invasion Los Angeles, c'est celui qui m'a marqué le plus. Il est aussi connu sous le nom de They Live. Donc voilà, c'est un film, je pense, qui peut quand même assez bien se trouver. Il y a des coffrets de Carpenter quand même, j'ai regardé 6 DVD pour 300 €.
Ça pique. Ouais. Et, je crois que 2 DVD, 50 € minimum. Donc, c'est des coffrets qui sont collector et malheureusement, ils s'éditent plus. Mais s'il y a moyen, maintenant, on a des moyens de trouver les films. De regarder des films de John Carpenter. Amazon Prime, Disney+. Ah bah non. Salto. Salto. Évidemment, Salto. Mais oui, voilà, je pense que c'est un réalisateur et compositeur, puisqu'il a réalisé les musiques presque de tous ses films, en fait. À part The Thing. Dommage, c'est celui qui a le moins le C'est pour ça. C'est pour ça. Mais en plus, contrairement, je disais à Ennio Morricone, il a une musique très minimaliste, mais qui va quand même impacter dans le film Halloween. Enfin, il y a plein de gens qui connaissent le thème, et par contre, ils n'ont jamais vu le film. Et du coup, après, je leur montre, parce que je suis comme ça. Et, mais il a aussi coécrit le scénario de Alien, le 8e passager. D'accord. Ok. Voilà. Et en fait, il a toujours été ancré dans la science-fiction et l'horreur. C'est 2 genres de prédilection, même s'il aimait beaucoup les westerns. Ce qui est très différent. Ce qui est très différent pour le coup. Ce qui est très différent, mais il s'inspire beaucoup. En fait, il a une sorte de personnage d'anti-héros qui va faire revenir dans beaucoup de ses films, et il va s'inspirer de certains westerns pour faire venir ce personnage un peu gros bras, gros muscles, qui s'en fout un peu de tout, tu vois, genre dans New York, il y a une fille qui va se faire violer, et le personnage de Snake, il va rien faire, tu vois, genre, alors que dans plein de films, genre Avengers, tout ça, direct, on va sauver. Enfin, c'est logique, tu vois, genre normal qu'il faut aider. Mais genre, il y a le personnage du anti-héros qui est présent dans les films de Carpenter et qui peut être présent dans les westerns. Et il y a aussi le huis clos qui est souvent utilisé avec Carpenter. C'est vrai que The Thing, ça se passe toujours au même endroit. Oui. Pareil pour New York. Au final, New York, t'es dans Manhattan, c'est bloqué, tu peux plus partir. Il y a les murs de 15 mètres de haut. Invasion Los Angeles, même si c'est dans une ville, c'est quand même restreint. Et le Prince des Ténèbres encore plus. Ils sont presque tout le temps dans un même lieu. Donc, mais il faut les voir, vraiment, c'est des films que je conseille. Et voilà. Ok. Regardez Merci Thibaut pour cette chronique très intéressante. On a pu discuter plus de Spielberg que de Carpenter. E.T. surtout, meilleur film. Non, mais merci Thibaut pour cette chronique. On va tout de suite passer à la chronique. Le mec qui régale. Pardon. Allez, à la chronique de Yanis Jingle. Aujourd'hui, je vais changer encore une fois de chronique, ce sera un peu différent, et je vais parler de plusieurs petites actualités en essayant de faire des petits liens entre elles. Donc déjà, je vais revenir par rapport à ce que tu nous as évoqué il y a quelques semaines, les Golden Globes. Donc là, par contre, moi, je vais m'intéresser pas au film, mais plutôt à la technique et notamment aux caméras. Alors là, c'est un petit tableau qui a été fait pour reconstituer, remontrer les caméras qui ont servi pour les films qui ont été nominés. Donc parmi les 29 films qui ont été nominés, c'est ces caméras-là qui ont été le plus été utilisées. Donc en première position, on retrouve la Sony Venice avec la Arri Alexa Mini. Voilà. Donc les Arri a quand même sa place très importante à chaque fois dans le cinéma. Toutes leurs caméras sont très utilisées. Parce que là, sur cette liste, il y a quand même 21 caméras qui viennent de chez Arri. Après, Sony s'en sort très bien avec justement cette Venice qui est très utilisée et qui plaît énormément, avec quand même 8 Venice, et qui sont les seules caméras de chez Sony. Ensuite vient une Red avec seulement 3 caméras, la Red Monstro 8K et la Red Helium 8K. Et finalement, que 2 caméras de Blackmagic, donc la caméra très haut de gamme, la Blackmagic Ursa G2, et après un peu plus accessible, la 4K, la Blackmagic Pocket 4K. Donc c'est les caméras qu'on peut trouver. Voilà. Donc ça, c'était la première actualité, et donc je vais découler de ça pour arriver sur une actualité qui concerne la Sony Venice. Encore une fois, Sony. Mais je vais rajouter une petite touche après. On va aller voir d'autres concurrents. Donc Sony, avec sa Venice, ils ont fait un partenariat avec Technicolor.
Donc Technicolor, société de couleur depuis 1916. Donc c'est eux qui ont fait les premiers films couleur, excusez-moi, qui ont fait les premiers films couleur et donc qui ont apporté certaines notions de couleur avec des intensités, des saturations. Donc c'est vraiment un style qui est vraiment ancré depuis tout le temps au niveau de la couleur. Donc c'est très intéressant. Et là, ce qu'ils ont proposé, c'est des luttes. Donc des luttes qui sont adaptées à la Sony Venice justement. Donc ces luttes, ils ont été faits en collaboration, comme je l'ai dit précédemment. Ils ont été adaptés pour être compatibles avec les fichiers. Alors là, ça va être vraiment technique. Hein. Les fichiers, les nouveaux formats que Sony a développés pour sa Venice pour faire des fichiers. Donc c'est vraiment propriétaire, c'est les Sony Art. Donc ça a été développé pour ça, pour vraiment être compatible. L'avantage, c'est que c'est un ajout de 22 luttes. Ouais, c'est quand même conséquent. Il y a 22 luttes, donc ça permet d'avoir un large choix. Le but, c'est comme les luttes, le principe pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le réexpliquer, c'est d'afficher sur une image qui est souvent en log ou en RAW ou avec des qualités très flat pour avoir une grande amplitude, une bonne qualité. Donc ça va être désaturé et tout. On va appliquer un lutte pour avoir un aperçu. Donc ça va servir pour l'équipe, les réals, le directeur photo pour voir si l'idée est bonne. Voilà, voir les équipes si le maquillage, le décor, ça leur va, et aussi pour avoir le premier aperçu, pour que les acteurs aussi puissent voir avoir un pré-rendu pour les monteurs, ils sachent un peu dans quel univers comment ça va se placer. Donc c'est quelque chose qui ont été développés, qui ont été vraiment très bien faits, avec une grande quantité de luttes qui reprennent des pellicules, qui reprennent tout un tas de styles, des effets colorimétriques très connus et des trucs très sympathiques et plutôt qualitatifs. Je me permets de te couper, mais c'est marrant, mais moi je trouve 22 luttes, ça me paraît pas tellement que ça. C'est pas mal, c'est rare parce que ouais, voilà. Oui, mais... Après on peut toujours faire des luttes personnalisées, mais là c'est des standards du cinéma. Ouais. Et le principe, c'est juste pour donner une idée, une direction. Après, ce sera étalonné. Ils sont quand même, on peut quasiment les utiliser comme ça. Oui, ils sont très bien faits, ce qui fait qu'ils peuvent être utilisés, même si la plupart des gens les utiliseront. Mais c'est un ajout, c'est parce que c'est quand même, ça permet une palette facilement. Ces luttes, et justement, je l'ai pas dit, mais ils sont gratuits. Donc ils sont gratuits. Il faut acheter une Venice, donc bon. Oui, mais ils sont en libre accès. Voilà, c'est gratuit. On va sur le site, on les télécharge et après on les met dans sa caméra. Est-ce que c'était un module supplémentaire à acheter comme certaines marques le font? Non, pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'il faut quelque chose de gratuit quand même. C'est des luttes qualitatives qui sont faites qui ont été développées en commun, parce que Technicolor et Sony, c'est pas la première fois qu'ils ont collaboré ensemble. Ils ont collaboré notamment pour le premier film qui a été fait avec la Venice, parce que c'est une caméra qui date de 2017. Donc c'était un court-métrage, The Dig. Et donc, ils avaient collaboré ensemble pour faire ce court-métrage. Donc, ça peut paraître étonnant quand on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'ils ont... apparemment, ils sont un peu liés. Ils ont quand même développé quelque chose. Donc là, c'était ma première petite actualité. Deuxième. Ouais, deuxième, pardon. Ensuite, encore une fois, chez Sony, alors malheureusement, ça m'embête parce que là, d'ici que l'émission sera sortie, il me semble que ce sera vers le 26. Et le 23, Sony nous fait une annonce. Alors, pour l'instant, je vais faire, par rapport aux infos qu'on a, c'est de la spéculation en grande partie. Là, on voit que Sony nous annonce le 23, une nouvelle Sony dans la gamme Ciné, mais aussi dans la gamme Alpha, parce que c'est New Alpha dans la caméra. Donc, avec la Venice, la FX9 et la FX6, et ce serait la FX3. FX3, et on peut se dire, ce sera une caméra encore plus compacte, encore plus pratique, plus maniable. C'est encore une fois que des suppositions, mais quand on voit leurs graphiques, c'est très clair. Leurs photos, et on a déjà vu des leaks. On se doute que ce sera adapté, ce sera miniaturisé. Miniaturisé, donc un peu plus comme un alpha plus appareil photo dans le format, l'inspiration. Alors, je pense sur une caméra ciné qui va être très je pense vous refaire un petit point parce que de ce que du moins les rumeurs qu'on a vues, ça me fait fortement penser à la C70 de chez Canon, qui est une caméra professionnelle, mais qui est très inspirée du style appareil photo boîtier. Donc, au moment où il y aura la sortie, je vous ferai une petite chronique pour vous expliquer tout ça. Moi, je pense qu'elle va plus ressembler à une caméra qu'un appareil photo. Oui, il y a une caméra, mais dans le style plus maniable, parce que là, c'est quand même des gros cubes un peu compacts. Je pense que ça va rester un cube. Ouais, mais les rumeurs, pour l'instant, c'était pas sexy. Plus léger, quoi. Moi, je dis que ça va ressembler plus à une Alexa Mini que à... On en reparlera. Faites les paris. Et là, je vais changer de gamme.
Et comme évoqué dans le graphique précédemment, je vais parler de Blackmagic, qui sont les derniers du classement des Golden Globes, tout à fait, merci Thomas. Parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de caméras, parce que c'était pas compliqué, mais c'était soit leurs très très grosses caméras qui sont plutôt imposantes et avec la qualité, ou sinon on partait plutôt sur les pockets qui étaient caméras vidéo mais moins cinéma, parce qu'il n'y a pas tout un tas de fonctionnalités. Donc il y avait la Pocket 4K et la Pocket 6K. Et là, ils viennent de sortir tout dernièrement la Blackmagic Pocket 6K Pro. Ouais. Donc, ça reste toujours dans la gamme Pocket, donc très compact, avec un design, je sais pas, je le trouve très particulier, très plat. Ça fait un peu, si on compare un jeu vidéo Cyberpunk, ils ont un peu les mêmes. Non, mais il y a un appareil photo qui est assez ressemblant, et même la forme, et même le viseur au-dessus. Alors, ça, c'est le style Pocket. Donc là, il a été un peu augmenté du fait de ses capacités, parce qu'elle est un peu différente. Alors, c'est la même gamme, mais elle est un peu perfectionnée. Justement, il y a de l'ajout. Donc, le but, c'est ce qui a été annoncé, c'est la réunion de la gamme Ursa, qui est la gamme plus haute professionnelle, et la gamme Pocket, qui était très pratique. Donc là, en plus, pour la première fois, alors c'était ça qui me permettait de dire que c'était plutôt des caméras, mais pas ciné, mais plutôt caméras pratiques, c'est que c'est des caméras, par exemple, qui n'ont pas de ND intégré, les Pocket. Et donc là, c'est la première fois, il y a du ND, donc ND 4, 16 et 64, donc c'est plutôt correct. Des ND motorisés, donc vraiment des filtres. Super. Et ça, c'était quelque chose qui me manquait avant, donc c'est intéressant d'un point de vue cinéma. Ensuite, on trouve pour la première fois la présence de mini XLR. Donc c'est du XLR en plus petit. Ouais, c'est du plus petit. Donc après, il y a des raccords pour mettre des micros XLR classiques. Mais ce qui permet de prendre du son professionnel par rapport à mettre du jack, quoi. Ou sinon, il faut une mixette synchronisée. Donc, si on veut enregistrer sur la cam, c'est quand même plus pratique et c'est mieux. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, là, l'écran derrière, ils ont mis, donc c'est comme d'habitude, ils ont un grand écran. Donc, c'est un écran de 5 pouces qui permet de bien voir, qui permet de pas un peu se passer d'un moniteur. En plus, là, il est très très lumineux. C'est un écran quand même. Ouais, justement, il y a d'autres photos. Où on va très bien. Donc c'est un écran quand même de 1500 nits, donc c'est plutôt lumineux, ce qui va permettre même en plein soleil de voir. Donc, après c'est ce qu'ils disent, c'est jamais parfait, mais ce sera déjà très bien. Il est orientable, inclinable, donc ça va permettre ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant on avait vraiment l'écran intégré à la structure, donc c'est des plus et qui vont rendre plus pratique et plus efficace. Donc il y a beaucoup de possibilités en plus d'enregistrement, que ce soit les cartes SD, UHD, non. Je sais pas. Ce sera écrit juste en dessous. Merci le monteur. Non, et aussi les cartes CFast, et on peut aussi enregistrer en externe sur un disque dur, donc ça permet d'avoir pas mal de possibilités et une grande flexibilité. Et un truc qui est très surprenant, c'est son prix. Parce que c'est une caméra extrêmement abordable, parce que boîtier nu, ça coûte seulement... Dis pas. J'ai vu, moi. On sait que t'as vu. Ouais, il y a ma fiche Baptiste. Moi, je dis 4000. 3200. 2500 €. Quoi? Seulement. Ah ouais. Okay. Seulement. Alors, aussi, là, pour la première fois, ils ont mis un viewfinder, donc là, une petite visée. La visée, elle n'est pas comprise. Il faut l'acheter, c'est 500 €. Bah voilà, t'arrives à 3200. C'est des accessoires, c'est pas forcément nécessaire. Mais je trouve ça plutôt abordable quand on compare avec des caméras qui peuvent être proches. C'est quand même une caméra 6K, hein. Donc avec un capteur, c'est du Super 35. Donc par rapport habituellement, c'est des capteurs 4 tiers sur les 4K et la 6K classique. Donc c'est pourquoi elle a été un peu plus écartée, un peu plus volumineuse sur la partie ronde où on met l'optique, elle est un peu plus importante. Et c'est compatible avec les montures Canon. Ok. Donc voilà, c'était une petite actualité que j'ai vu passer, que j'ai trouvé très intéressante, parce que c'est Blackmagic, on n'entend pas souvent parler, justement, on l'a vu, ils sont pas souvent très représentés, ils font comme du mouvement matériel et plutôt abordable. Ouais. Parce que là, 2500 €, c'est bien. C'est pas mal. Ça reste élevé, hein, mais pas pour 3000 avec le viseur. Ok. Oui, si tu le veux. Voilà. Écoute, merci Yanis. On va tout de suite passer au mini-jeu que Baptiste nous a préparé. Une petite surprise. Oh là là. Ça régale. C'est parti. Mini-jeu jingle.
qu'on va faire un blind test. Donc, 2 équipes, hein, vous à 2 et vous à 2. Vous répondez, enfin, vous trouvez le nom de la musique, enfin, du film, quoi. Vous avez 1 point. Vous trouvez en plus le nom du compositeur, vous avez 2 points. Ok. C'est très bien. Et donc, tu vas nous jouer ça sur un jouet. Sur un petit jouet. Oh, quelle douce mélodie. Quelle douce mélodie. Donc, c'est d'un point de vue qualitatif, tu avais que ça à disposition. Il y a voilà. Il y a 7 extraits, exactement. Mais s'il y en a un qui arrive à 14 points, il a le droit de porter une couronne sur tous les épisodes de Gaffard jusqu'à la fin de la saison. Ah, il laisse pas que ça va être Thomas. Ok. Baptiste, quand tu veux. C'est pas le maître du jeu. Vous intervenez, je sais pas, montrez-vous, parce que moi je regarde mon instrument. Ok. On est arbitre. Tapez-vous pas. Hein. Attention. Très facile pour commencer. Très facile. Amélie Poulain. C'est ça, le fabulin. C'est ça, Yann Tiersen. Exactement. Donc 2 points pour vous. Ça fait 2. Ah là là là. Thibaut, ça nous fait. Ah, mais. Donc, ça va, vous êtes premier là-dedans. Thibaut, mais c'est les plus faciles. Ah oui, c'est pas évident quand même. Là, c'est encore plus facile. Aussi, quand on voit la taille du clavier sur lequel il joue, c'est excusable. Je vais mettre un peu de volume. Voilà, c'est bon. Vous êtes prêts? Ça va être très vite. Hein. Ça va. Exactement. John Williams, 2 points. Ça fait encore 2 points pour cette équipe, donc vous avez 4 points. Faut qu'on se réveille. Je change d'instrument. Parce que c'est un synthétiseur, non, c'est un organe, donc un orgue, quoi. Donc là, c'est très très compliqué. Mais si vous avez bien suivi mes chroniques. Ok. Il était une fois dans l'Ouest. Ah, je connais. C'était pas Deborah Sten? Ah non. Non, je connais. Si vous voulez, je peux le refaire. Hein. Je connais. Ah, je l'ai! Oh, c'est horrible. C'était pas aujourd'hui, c'était pas la semaine dernière. C'était la première fois. C'était la première. Ah, merci de suivre ce que je fais. Hein. Mais c'est compliqué. C'est la même, je connais. Ah, moi je vois pas du tout, mais je sais que je connais. La bataille entre Victor et Matt de neurones. Oui, je sais. Et j'essaye de me retrouver. Qu'est-ce qu'il a fait au premier émission? Ça parlait de désert, des pyramides. Non, c'est Star Trek. Non, c'était pas ça. Il y a Star dedans. Stargate. Non, j'ai. Et le compositeur, est-ce que vous avez retenu le compositeur? Non. C'était David Arnold. Ok, il est pas. J'avais la porte du temps, la porte qui permettait de voyager. Attention, ça va aller très vite. Il dit ça à chaque fois, on met 2 heures. Là, c'est très facile. Et voilà. Non, mais bon, je pense que vous avez aucune chance de les rattraper. Mais on va continuer. Hein, parce que... On l'avait tous, les gars. J'ai mal choisi. C'est moyen cette fois-ci, mais c'est possible. Oula. T'y croyais pas. Ah, c'est Jeannot, je suis trop bête. Exactement. Ah oui, Et attends, bien sûr que et de qui? Ah putain. Ah, le compositeur. Attends, je suis obligé de savoir. Oh là là, attends. Howard Shore. Exactement. C'est ça. Allez, 3-4, on remonte Thibaut. Ah non, 3-5. 3-6. 3-6. Ah, ils ont 6. 6. Ils ont eu les compositeurs, la totale, quoi. C'est... Ouais, j'étais là voir celui-là. Si je l'avais pas, je l'aurais eu. Alors là, je dis rien, ça va. E.T. Exactement. Ah oui. Thomas. Je voulais pas trop vous avancer, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je rappelle que Thomas l'a vu la semaine dernière. Écoute, il nous manque un point encore. Et le compositeur, tu l'as? Exactement. Mais oui, le jeu n'était pas facile, John Williams. Bon, 8-3, bon. Et pour finir,
On a perdu. C'est très compliqué par contre. Si vous trouvez, on va vous déclarer vainqueur. Ok. Non, Parce que c'est très... C'est la manche en or, quoi. non. Tu veux ta couronne ou pas? Pour moi, tout le monde... Attention. Je connais ça. Mais ça, c'est Ennio Morricone. Oui, j'en étais sûr, mais laquelle? Deborah Stem. Une fois dans l'Ouest, il était une fois dans l'Ouest. Exactement. Ah, oui. Ah, mais il va dire tous les trucs de Bah ouais, C'est ça. C'était obligé qu'il finisse là-dessus. Bon, On en a parlé aujourd'hui. Donc, on a une équipe vainqueur ici. 1, 2, 4, 6, 8, 10 points contre 3. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Peut-être votre revanche une prochaine fois. Hein. Je n'ai pas été d'une grande aide. Bon, bah voilà. écoutez, les garçons, je vous remercie beaucoup. Bah ouais, c'était très sympa. Sympathique. Merci Baptiste pour ton petit jeu. De rien, ça fait très plaisir. C'était marrant. On refait ça quand on veut, Non. quand vous voulez. Bizarrement, je vais vous faire les mesures. Je vous remercie. C'est l'avantage, au moins tu perds pas quand on joue pas. C'est ça. Je remercie les techniciens aussi qui sont derrière les caméras, les monteurs et les ingénieurs oublie qui pas. nous aident à faire cette émission. Donc voilà, merci les garçons. Je vous retrouve Merci la semaine Thomas. prochaine Thomas. pour un nouvel épisode. C'était Gaffard. Salut à tous.